Et oui, on va parler santé avec vous. Bienvenue François Braun, ministre de la Santé et des Solidarités. C'est important aussi dans votre portefeuille. En ce moment, votre combat, c'est de lutter contre les intérimaires mercenaires, les cannibales qui font des gardes surpayés à l'hôpital. Alors, d'abord, comment avez-vous défini ces mercenaires cannibales ? En fait, on parle de l'intérim qui déstructure, qui casse notre système hospitalier. Quand vous avez un système, c'est pas tellement j'ai rien contre les personnes en elles-mêmes. C'est le système de cet intérim mercenaire. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, mais on arrive à des choses qui sont tout à fait en dehors de l'éthique. Quand quelqu'un réclame pour travailler 24 heures plus que son collègue à côté de lui, il va toucher en un mois. On comprend que ça ne peut pas fonctionner. Et ça entraîne la fuite de ces médecins de l'hôpital public. Notre hôpital public, qui est quand même la colonne vertébrale de notre système de santé, voit ces médecins partir pour faire cette espèce de mercenariat. Donc, il y a une loi qui a été votée par les parlementaires, d'abord en 2016, ensuite en 2021. Donc, moi, je décide d'appliquer cette loi. Et en appliquant cette loi, on plafonne un peu le financement de cet intérim, ce qu'on donne aux médecins qui viennent faire cet intérim. On plafonne quand même à 1 390 € pour 24 heures. Comment avez-vous fait ce calcul ? Pourquoi pas 1 250 ou 1 500 ? Pourquoi 1 390 ? En fait, le calcul avait été fait en 2016, qui donnait 1 170 sur la base du temps moyen d'un médecin hospitalier, en ajoutant une indemnité pour le fait de travailler la nuit. Comme ça datait de 2016, j'ai tout de suite dit on va le mettre à jour avec ce qui se passe aujourd'hui en 2023. Il y a eu le Ségur de la santé, le fameux Ségur de la santé. Il y a une revalorisation de la pénibilité de la nuit. Donc en rééquilibrant tout ça, on arrive effectivement à ce 1 390. Alors cette loi commence à s'appliquer, là, depuis quelques jours. Les hôpitaux de Bastia, Metz et Brie-sur-Marne disent, d'après la presse, devoir fermer des services, faute d'intérimaires qui ne viennent plus. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous vous inquiétez ? Alors non, ce n'est pas vrai. Il y a des lits qui peuvent être fermés dans certains endroits, mais en tout cas, nous travaillons sur le sujet avec les agences régionales de santé depuis le mois de décembre. 2 fois par jour, nous vérifions tous les hôpitaux qui pouvaient être en difficulté. Alors, il y a des lits qui peuvent être fermés ponctuellement à certains endroits, mais c'était déjà le cas avant la mise en application de cette loi. C'est pas nouveau. Et par contre, je me suis engagé à ce qu'il y ait des solutions qui soient trouvées partout dans tous les territoires, et c'est ce que nous tenons depuis lundi, c'est-à-dire même quand il y a des difficultés, grâce en particulier à la solidarité territoriale, c'est-à-dire les gros hôpitaux qui viennent aider les petits, voire encore l'inverse, parfois des petits qui viennent aider les gros. Cette solidarité territoriale qui pour moi est la base de la refondation de notre système de santé. Est-ce que ces intérimaires qui vont voir donc leur revenu diminuer ne vont pas décider d'arrêter la médecine ? C'est déjà des gens qui avaient pris leur distance puisqu'ils n'étaient qu'intérimaires. Je dirais que si on souhaite arrêter la médecine simplement parce qu'on refuse de vous payer 5 000 € pour 24 heures et qu'on vous paye quand même 1 400 €, c'est qu'on n'a pas vraiment la vocation. Faut peut-être mieux arrêter tout de suite. Alors certains vont peut-être se dire, je vais chercher dans le privé pur et total. Oui, si ce n'est que là, avec les fédérations du privé, j'ai réussi à faire signer une charte entre les privés, les cliniques d'une façon très générale, et l'hôpital public. Et je remercie d'ailleurs les responsables de cliniques qui se sont engagés, eux aussi, à respecter ce plafond. Pas de débauchage et de surenchère. Pas de débauchage ni de surenchère. Je crois que là aussi, c'est les premières briques de cette reconstruction du système de santé, cette coopération entre public et privé qu'on a connue pendant la crise Covid et qu'on remet sur la table. Si on a eu une telle inflation, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de médecins disponibles. C'est ça qui a fait monter les prix. Quand est-ce qu'on aura assez de médecins disponibles pour qu'il y ait plus de soucis ? Alors, votre question est très intéressante sur 2 mots. Disponible et plus. Plus, pas demain. Je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. Il faut 10 ans pour former un médecin. Donc le numerus clausus a été supprimé, mais... Le numerus a été supprimé, on aura ses premiers effets dans 7-8 ans, pas avant. Donc vouloir raconter aux gens que demain, je vais mettre 5 000 médecins de plus ou 10 000 médecins de plus, c'est du mensonge. Par contre, il faut qu'ils soient plus disponibles. Et je crois que c'est ça la clé, c'est donner du temps aux médecins. Comment on donne du temps aux médecins ? Déjà en supprimant toutes les tâches qu'il fait qui ne sont pas des tâches médicales, tout ce qui est administratif, toutes les paperasses. On diminue le nombre de certificats, on fait du 0 papier en lien avec l'assurance maladie. Je mets en place les assistants médicaux, ils étaient déjà en place, on en a 4 000, on va passer à 10 000.
un médecin qui a un assistant médical qui prépare un peu la consultation, c'est 10% de patients en plus. Vous voyez, si on fait 10% de patients en plus, eh bien, on va régler notre problème. Donc, il y a déjà ça. Et puis ensuite, il y a comment on règle ce problème des endroits où il n'y a pas de médecin. Là aussi, nous avons des solutions très pertinentes avec des consultations avancées, avec des installations portées par l'hôpital éventuellement pour de la consultation, des maisons de santé, etc. Alors, à propos d'effectifs, comment allez-vous gérer le retour des soignants non vaccinés qui, d'après la Haute Autorité de Santé maintenant, peuvent reprendre leur poste? Tout le monde est le bienvenu? Qui décide? Je vais le gérer le moins mal possible. La Haute Autorité de Santé a émis un avis sur l'obligation vaccinale, en fait, en disant que le Covid et d'autres, on a la diphtérie, le tétanos, la polio, n'étaient plus obligatoires pour les soignants. Donc, de fait, la loi qui a été votée pendant la crise sanitaire m'impose de dire c'est plus obligatoire, donc ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent revenir travailler. Maintenant, il faut qu'ils reviennent travailler dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je réunis les fédérations hospitalières, publiques et privées, les ordres professionnels, de toutes les professions de santé, les syndicats, pour voir quelles sont les meilleures conditions. On ne va pas forcer la réintégration dans des services où déjà les soignants m'ont dit « mais nous, on ne veut pas les voir. Nous, on s'est fait vacciner, on a tenu la ligne, on est épuisé de cette phase Covid. On n'a pas envie de voir nos collègues qui ont refusé de se battre à côté de nous. » Ce que je peux tout à fait entendre et ce qu'il faut que nous entendions. Donc cette réintégration, elle doit se faire le mieux possible ou le moins mal possible. Au cas par cas, en dialoguant sur le terrain. Exactement, c'est du cas par cas, pas question de faire quelque chose de global. Vous vous déplacez beaucoup, quand on suit votre agenda, on voit que vous êtes toujours sur le terrain, vous étiez à Lons-Saunier encore il y a 2 jours. Dans quel état est l'hôpital français? Moral, financier, technique? Je crois que notre système de santé, c'est ce que vous disiez sur le moral des Français, certes, il y a des difficultés, mais il faut aussi reconnaître que notre système de santé, il soigne, il sauve encore tous les jours. Les gens sont au boulot, les gens travaillent, c'est ce que je vois quand je fais mes déplacements. Dans des conditions des fois difficiles, c'est sûr, tendues, manque de personnel. Je voyais à Lons-le-Saunier, par exemple, ils ont un hôpital qui est assez ancien, ils voudraient avoir un hôpital neuf. On voit bien qu'il y a ces aspirations, mais en tout cas, tout le monde retrousse les manches, tout le monde veut travailler, tout le monde veut répondre à ce pourquoi les soignants sont là, c'est-à-dire prendre soin de nos concitoyens. Est-ce que la négociation avec les médecins libéraux pour la revalorisation de la consultation continue ou est-ce que vous avez fermé le banc ? Alors nous sommes là aussi dans quelque chose qui est très cadré. Nous sommes dans la phase de règlement arbitral. Au début des négociations, tout le monde, de façon consensuelle, a désigné une arbitre. Cet arbitre est en train de terminer sa copie avec les différents éléments. Elle a rencontré tout le monde, je l'ai rencontré également. Elle me propose là maintenant sa copie, donc quelques remarques sur sa copie, et ça va s'appliquer automatiquement. Pour autant, nous allons rouvrir la porte tout de suite, et je reste en contact bien sûr avec les syndicats médicaux. Nous allons reprendre les négociations avec, pour moi, un objectif qui est majeur, c'est un peu ce que je vous disais sur l'hôpital, cette responsabilité territoriale, le fait que tout le monde se met autour de la table, territoire par territoire, pour trouver les solutions, adapter les grandes règles au territoire. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc cette négociation financière va de pair avec la lutte contre les déserts médicaux. Bien entendu. Cette négociation financière, elle va de pair avec mon objectif depuis que je suis arrivé, qui est de lutter contre toutes les inégalités d'accès à la santé. Vous savez, ces inégalités, elles sont territoriales, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Elles sont aussi financières. Et nous travaillons à la prolongation du 100% santé. Et puis elles sont sociétales. Il y a des parties de notre population qui sont moins bien traitées, moins bien soignées. Je pense en particulier aux femmes. C'est pour ça qu'il y a un axe fort dans la politique que défend le gouvernement sur la santé des femmes et l'égalité femmes-hommes. Le président de la République veut une loi avant la fin de l'été sur la fin de vie. La Convention citoyenne a été très claire. Elle veut qu'on dépasse la loi Claes-Leonetti largement. Regardez le suicide assisté. Ça sera fait sous votre égide. Qu'en pense l'homme ? Qu'en pense le médecin ? Qu'en pense le ministre ? Qu'en pense l'homme ? L'homme en pense que c'est un sujet de société d'abord. Et je crois que c'était très important cette convention citoyenne qui s'est déroulée de façon remarquable, ça a été dit par tout le monde, avec des gens ayant des avis très différents. Et évoluant. Et évoluant, c'est ça aussi qui est très intéressant. Ça veut dire que quand on lance la discussion, on peut évoluer. On n'a pas de position tranchée par rapport à cela. Ce qui sera la réponse aussi du médecin. On n'a pas de position tranchée. Je pense que pour aujourd'hui, ma position personnelle intéresse peu, puisque nous sommes à la fin de cette grande discussion citoyenne. Maintenant, nous passons dans la deuxième phase, comme a dit le président de la République, qui va être une phase politique, qui va être une phase
législative, c'est-à-dire que le Parlement va reprendre la main, les députés, les sénateurs, pour justement redynamiser un petit peu ce débat sur son versant strictement politique. Il sera probablement là le moment de dire quelles sont les positions, quels sont les axes vers lesquels on va. Mais en tant que ministre, je suivrai bien entendu l'avis des parlementaires et l'évolution de la société. Et en fonction de ce travail politique, est-ce que vous pourriez proposer au président de la République de susciter un référendum sur cette question ? Je ne sais pas s'il faut encore revenir sur cette question de référendum. On voit bien que la Convention citoyenne, certes ce sont des citoyens tirés au sort, mais a pu entendre l'ensemble des avis. Son rapport est d'ailleurs extrêmement riche. Nous avons aussi le rapport du Conseil consultatif national d'éthique. Nous avons aussi un rapport parlementaire sur l'application de la loi Claes-Leonetti. Nous avons énormément de matière pour travailler sur ce projet de loi, comme le souhaite le président de la République. Moi, en tout cas, ma volonté, c'est que les débats soient apaisés. Je ne veux pas qu'on reparte dans des débats pour contre. Je veux qu'on réfléchisse d'une façon beaucoup plus globale à ce qu'est la fin de vie. Est-ce que c'est la fin d'une vie ? La fin d'une vie, c'est pas un instant T. La fin d'une vie, c'est toute une période. Et je pense que c'est à ce niveau-là que doit porter la réflexion maintenant. Alors, j'ai lu dans la presse que vous aviez créé le Club des Invisibles. Réponse humoristique pour ces ministres à qui l'on reproche de ne pas assez se montrer dans les médias. Christophe Béchu, Pape Ndiaye, vous-même. Donc, alors c'est l'occasion de faire des bons dîners entre copains et puis de se marrer un peu de la politique politicienne. Oui, je crois que c'est fait effectivement un trait d'humour. En tout cas, ça veut en être un, vous avez raison. Cette politique politicienne qui se fait par petites phrases, par petits mots, c'est pas mon style. Enfin, vous l'avez vu. Moi, je suis peut-être pour ça que je suis quelqu'un, dit-on, de la société civile. Mais justement, la société civile, Pape Ndiaye est pareil. Ça permet d'avoir des réflexions sur du long terme, pas à la prochaine échéance politique. Puis je trouvais assez amusant le fait de se faire traiter d'invisible. Alors, j'aurais pu dire les fantastiques, peut-être aussi. Ça le deviendra peut-être. Il y a des matins où vous vous dites, j'aurais pas dû accepter. Non, parce que je suis quelqu'un qui s'engage totalement dans ce qu'il fait. J'ai mis plusieurs heures avant de donner ma réponse à la Première ministre. Mais une fois que j'ai pris une décision, je la tiens. Et après, il y aura le retour à la médecine ? Après, il y aura probablement le retour à la médecine, oui, parce que c'est mon vrai métier. François Braun, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Christophe